Et oui, nouvelle journée passée au Salon de l'Agriculture ici à la Porte de Versailles à Paris. Alors une journée assez calme, beaucoup moins de politiciens, beaucoup moins de monde dans les allées. Effectivement, on sent que, ça y est, les politiques ont déserté. Enfin, on a quand même reçu aujourd'hui Jean-François Copé. Et plutôt que de lui poser des questions de journaliste, vous avez toujours les mêmes questions. Les journalistes posent des questions, les hommes politiques répondent à leur façon. Bon, on a pris 2 agriculteurs, au hasard, comme ça, qui sont venus poser des questions à Jean-François Copé. Et ça a été plutôt intéressant, parce que les questions n'étaient pas forcément très agressives, mais elles étaient essentielles. Elles portaient sur de véritables préoccupations du monde agricole, et non pas, vous savez, toujours ce petit rond entre les VIP des médias qui posent des questions aux journalistes. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça intéressant et vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet. Alors pour l'incroyable journée, on a le plaisir d'accueillir Véronique Richer-Le Rouge. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de ce livre, La vache qui pleure. Moi je vous connaissais à l'époque des From Girls, un calendrier bien célèbre. Il existe toujours ? Oui, absolument. J'avais lancé le calendrier des pin-up et des fromages pour alerter l'opinion publique sur la disparition des fromages au lait cru. Et quoi de mieux que de montrer des jolies filles souriantes dans des tenues, on va dire, affriolantes, mais ça reste très soft. Mais si. Voilà, la pin-up traditionnelle avec le maquillage, le rouge à lèvres bien rouge qui évoque le terroir, parce que le terroir c'est coloré, et avec des fromages au lait cru, des AOP, etc. Et donc c'est un calendrier qui a beaucoup de succès, que je vends aux États-Unis, en Australie, en Russie, au Japon, en Angleterre, en Allemagne et en France aussi, parce qu'ils trouvent que finalement le côté béret et baguette de pain, ça va 5 minutes et qu'il faut aussi pouvoir parler du terroir de manière plus féminine. Exactement, et vous avez suivi une formation au sein de l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, qui est notre partenaire d'école, qui vont tourner ici dimanche matin une émission politique, 20h, l'invité. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Véron, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un auteur de BD, on vous présente plus, et vous revenez avec un ouvrage, Hugo, le titre ? Ce qu'il faut de terre à l'homme, adapté d'un conte philosophique de Tolstoï. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Hugo Roger, donc journaliste pour TV Agri. À ma gauche, Sébastien Godard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pâtissier rue des Martyrs à Paris, et effectivement vous faites attention à la qualité des fruits. À la qualité des produits, des matières premières que j'utilise d'une manière générale, évidemment dans les saisons, et des produits de France idéalement. Et vous nous expliquerez pourquoi. Bruno Guermont-Pré, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof. Oui. Où ? Je suis prof à Lille, dans une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs pour l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Et vous n'allez pas nous parler d'enseignement, mais pousser un petit coup de gueule. Pas du tout, oui. Pousser un coup de gueule, c'est un grand mot, mais je vais essayer d'analyser pourquoi le citoyen a un discours qui est complètement différent de son acte de consommation. Bon, Véronique, on démarre avec vous. Alors, vous avez sorti un livre qui s'appelle La vache qui pleure. Retour au lait naturel, une question de santé, paru aux éditions Nouveau Monde. Concrètement, vous n'êtes pas contre le lait, bien au contraire. Alors absolument, j'ai voulu sortir du débat, en fait, qui est un débat antagoniste qui ne mène à rien, puisque finalement on n'apporte aucune information aux consommateurs. C'est où on leur dit arrêtez les produits laitiers parce que c'est toxique, etc. Et c'est vrai qu'il y a une part de vérité, mais pas totalement. Et de l'autre, vous avez, on va dire, les filières laitières et les organismes de promotion qui nous disent de manger 3 produits laitiers par jour, mais qui ne précisent pas lesquels. Donc, ce qui fait qu'ils assimilent aussi bien un produit bourré d'additifs, de conservateurs, de colorants, qui figure au catalogue des produits laitiers avec un Cantal ou un Comté, ce qui n'a absolument rien à voir en termes de qualité de micro-organismes. Parce qu'il faut bien expliquer qu'il y a des antilaits. Parce que pour vous, c'est évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. Alors, c'est ça, les antilaits, en fait, aujourd'hui, éradiquent tout produit laitier et boivent du jus de soja. Alors, c'est peut-être, après tout, très bon, mais pour les enfants, c'est pas excellent. Pour la croissance, c'est pas terrible. Pour le goût non plus, quand même, parce que quand on voit ce qu'on rajoute dedans pour donner du goût, c'est pas génial. Et en fait, il y a une autre voie qui est celle du retour aux produits naturels. Et j'ai étayé mon argumentation avec des analyses scientifiques très importantes à l'échelle européenne. Une étude de cohorte qui a duré 10 ans, qui a suivi des enfants depuis l'âge de la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans, et qui démontre aujourd'hui avec certitude que le lait cru est un bouclier contre les allergies dans leur ensemble. C'est-à-dire c'est pas seulement l'allergie aux protéines de vache, c'est-à-dire ça renforce le système immunitaire, ça donne un corps plus aguerri, les enfants tombent moins malades, et ils ont comparé des enfants qui avaient bu du lait cru, d'autres qui n'en avaient pas bu, et c'est une étude qui a été publiée en 2014, qui a été assez peu communiquée pour l'instant. Et puis j'étaye aussi mon argumentation sur des analyses en laboratoire où je montre que les laits UHT n'ont absolument plus rien en
termes de germes, de micro-organismes et de flore lactique, y compris les laits frais de grande surface. Il n'y a plus rien dedans. C'est des laits transformés dans lesquels on a prélevé de la matière grasse, dans lesquels on a prélevé des protéines qu'on a homogénéisées. Et donc, c'est une soupe laitière qui n'apporte plus rien. Et c'est pour ça que ces laits sont mal digérés. En revanche, les laits frais fermiers qui sont pasteurisés au bain-marie, doucement, ou les crus, sont excellents pour la santé et c'est bien dommage de s'en priver. Hugo Roger. Alors, Véronique Richer-Le Rouge, le lait cru se périme assez rapidement. Il se vend essentiellement en direct. Quelles solutions existent aujourd'hui pour approcher les producteurs, par exemple des Parisiens ? Alors, il y a le lait cru, moi, que je consomme personnellement, est un lait cru qui est distribué dans tous les magasins bio de France. Alors, je ne vais pas citer les noms, mais il y en a plein aujourd'hui. Il y a 30 ans, trouver un magasin bio, c'était super compliqué. Maintenant, c'est extrêmement facile. Il y a encore des zones françaises où c'est un peu compliqué, mais dans toutes les grandes villes, il y en a. Et ces laits sont distribués. En l'occurrence, je le cite parce que c'est le seul producteur en France qui a réussi quand même le pari de faire un lait bio cru, non homogénéisé à la vache jersiaise, c'est-à-dire très haut en oméga 3. C'est direct depuis la vache. Bernard Gabory. Et il n'aime pas parler, donc je parle à sa place. Et il fait aussi un lait pasteurisé au bain-marie que j'ai fait analyser et qui est tout à fait remarquable en termes de niveau de micro-organismes. Donc quand vous buvez ça, vous avez un lait vivant. Il fait aussi des yaourts, des fromages blancs, des crèmes fraîches, etc. Malheureusement, pour l'instant, on ne le trouve pas en grande surface. Moi, j'aimerais que beaucoup d'éleveurs s'y mettent. Ça serait super. Il y a plein de solutions parce que nous sommes dans un monde moderne avec un niveau d'analyse qui permet aujourd'hui de maîtriser parfaitement le niveau microbiologique du lait cru qui est très sûr. Donc, on ne prend aucun risque en buvant un lait cru. Mais par contre, c'est vraiment exceptionnel pour la santé. Alors, si vous voulez débattre, c'est possible. Hein. Ça veut dire c'est retour au lait cru. Moi, je pensais que le lait entier, il était bon quand même. Mais le lait entier, ça veut rien dire en fait, parce que déjà, une vache en moyenne donne 4 grammes à peu près de matière grasse. Quand il arrive en lait entier en grande surface, déjà on en a enlevé à peu près 1 gramme. Parce que la matière grasse rapporte beaucoup plus à l'extérieur du lait, c'est-à-dire pour faire d'autres produits, que dans un litre de lait qui ne rapporte rien au transformateur. Ensuite, on prélève tout un tas de protéines, on standardise le lait pour qu'il réponde à un critère, on va dire, standard de conservation. On l'homogénéise. Alors, je précise pour les spectateurs, c'est-à-dire que l'homogénéisation, on passe le lait dans un pulvérisateur, la matière grasse avec, et elle est explosée en micelles de gras. Ce qui veut dire que ce gras n'est plus digéré parce qu'il est tellement petit que l'appareil digestif ne le reconnaît pas. Et il y a des scientifiques qui alertent sur le fait que ce gras pourrait passer dans la lymphe et dans le sang. Donc finalement, un lait même demi-écrémé homogénéisé est plus gras qu'un lait entier cru. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des études qui montrent que les laits crus gras sont bons pour le cholestérol. C'est-à-dire qu'on améliore son cholestérol en mangeant gras et en buvant gras. Donc ça, c'est un peu provoque comme phrase, mais c'est la réalité. En tous les cas, ces laits entiers donc, ne sont plus entiers. Ils sont déjà partiellement écrémés. Alors, le demi-écrémé vendu en grande surface, il est 2/3 écrémé. Et l'écrémé, vous avez carrément plus rien dedans. Hein. D'accord. Alors, on va s'intéresser à la pâtisserie. Sébastien Godard, donc vous êtes pâtissier rue des Martyrs, je l'ai bien dit. Et votre souhait, c'est d'acheter uniquement des fruits qui viennent de France et uniquement de France. Alors des fruits de France, oui, parce que je suis depuis quelques années, depuis 4 ans maintenant, avec la pâtisserie des Martyrs et la pâtisserie des Tuileries, j'ai fait le choix de faire renaître la pâtisserie tradition. C'est-à-dire que j'ai été très contemporain pendant de nombreuses années et j'ai eu envie de revenir en fait au dessert de mon enfance, parce que mes parents étaient pâtissiers dans l'Est de la France, et de redécouvrir ces desserts des années 70-80 qu'on faisait. C'était la barquette aux fraises, c'est la tête de nègre qu'on appelle évidemment tête de nègre, c'est le puits d'amour, c'est le millefeuille, c'est la duchesse ou l'éclair. Enfin, c'est tous ces produits qui parlent à la mémoire collective et qui sont d'une simplicité déconcertante par rapport à ce qu'on nous propose et à cette volonté absolue de nombreux de mes confrères de faire de nouveaux produits, d'être créatifs absolument. Et je trouve qu'il y a en France des très beaux fruits, de très beaux produits. La complexité du sujet, c'est justement entre ces producteurs, déjà les identifier, c'est pas évident. Une fois qu'on les identifié, il faut trouver la manière de faire venir ces produits jusqu'à nous. Et c'est souvent une vraie problématique à Paris. Parce que je fais beaucoup de salons autour de Paris ou même en proche région parisienne. Des petits salons qui sont souvent tournés autour de la gastronomie. Très souvent aussi plutôt orientés bio.
Et souvent, ce que nous disent les gens, oui, très bien, envoyez-nous quelqu'un, on vous fournit, il n'y a pas de problème, mais on ne sait pas vous livrer. Donc, j'ai trouvé une solution en faisant venir du Lot-et-Garonne des fruits. En fait, on est livré 2 fois par semaine. Des fruits qui sont cueillis la veille, c'est qu'on est livré le mardi matin et le vendredi matin, pardon. On passe notre commande le jeudi avant 11h et c'est cueilli l'après-midi et c'est expédié le lendemain. Donc c'est direct, il n'y a pas de passage en chambre froide. Évidemment, il y a un camion réfrigéré et qui distribue différents chefs dans Paris, plus des restaurateurs, puisqu'ils sont cette démarche, cette approche-là depuis plus longtemps que la pâtisserie. Et on a des produits qui sont qui sont plus savoureux, qui sont cueillis à maturité, qui sont cueillis avec le bon sens qu'avait ma grand-mère quand elle cultivait son jardin, ou quand on ramassait les fraises, on ramassait pas les fraises à midi en plein mois d'août. On attendait que le soleil tombe et on les récoltait le soir. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui sont juste simples. C'est pas du bio, c'est de la culture raisonnée. J'ai un petit problème pour le concept de la culture raisonnée parce qu'aujourd'hui je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. La raison de qui ? Est-ce que c'est raisonné est-ce que la raison est la même pour tout le monde ? Le raisonnement n'est pas le même pour tout le monde, il me semble. Mais j'ai en tout cas cette volonté d'aller de faire redécouvrir les fruits dans leur saison. Quand on a ouvert la pâtisserie des Martyrs il y a un peu plus de 4 ans maintenant, on nous demandait des tartelettes aux fraises au mois de décembre. Ça n'arrive plus. Hugo Roger. Alors, Sébastien Godard, vous êtes originaire de la région Lorraine. Pourquoi avoir choisi de vous installer à Paris ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas en Lorraine ? Alors pourquoi pas en Lorraine ? Parce que j'ai eu une opportunité, Paris me fait voyager, j'étais il y a 15 jours au Japon, j'ai eu la chance d'être chef dans une grande maison parisienne, la maison Fauchon, qui m'a fait découvrir le monde entier, avec des ouvertures à Paris. Si vous voulez, j'ai des collaborations que je fais à Paris que je ne ferai pas à Pont-à-Mousson, où sont originaires mes parents. C'est principalement pour ça, mes parents avaient une très belle entreprise, qui n'attendait que moi, c'était une autoroute, ils n'attendaient que moi pour continuer et pour pérenniser l'histoire. Je la pérennise un peu plus loin, un peu plus au centre à Paris. Alors vous, ce que vous dites, c'est quelque part, il faut créer une logistique entre agriculteurs. Si vous nous écoutez, il faut s'associer, c'est ça, pour être capable de livrer. Ça serait idéal, oui, c'est ce que font les gens avec qui je travaille dans le Lot-et-Garonne, mais autour de Paris. Alors il y a quelques entreprises à Paris qui ont commencé à faire ça, qui justement vont chercher, parce qu'il y a de jeunes cultivateurs et de jeunes producteurs en région parisienne. Ils sont un peu plus loin qu'avant, puisque avant, juste autour de la petite ceinture de Paris, il y avait des gens qui produisaient qui cultivaient des légumes, des fruits. Ils ont été repoussés parce que c'était sûrement excitant de pouvoir vendre les hectares qu'ils avaient pour de la construction. Donc ils sont un peu plus loin aujourd'hui, mais ça existe. Et il y a déjà quelques entreprises à Paris qui rassemblent et qui vont chercher en proche région parisienne. Je travaille sur certains produits avec eux, sur ce type de logique. Merci beaucoup. On va s'intéresser à Martin Véron et je vais laisser Hugo Roger parler un peu de ce qu'il faut de terre à l'homme. C'est lui qui l'a lu. Votre bande dessinée est éditée aux éditions d'Argo. Elle raconte l'ascension d'un jeune paysan dans la Russie de la fin du 19e siècle. Ce qu'il faut de la terre à l'homme, finalement, est-ce qu'il existe une réponse à cette question ? Il existe une réponse à cette question à la fin de l'album, mais on va pas la raconter. Mais il s'agit effectivement de la question que posent tous se poser, de quels sont nos besoins et de quelles mesures on a besoin en tout. Alors, vous critiquez l'agriculture productiviste. Quel est votre regard sur l'agriculture d'aujourd'hui ? Mon propos n'était pas de critiquer l'agriculture productiviste, pas seulement, c'était tout le productivisme en général. C'est-à-dire, c'est pas de se poser la question de quoi l'humanité a besoin, mais c'est toujours une question de profit. Et je me rends compte que cette forme de progrès n'en est plus un et conduit à des débordements qui ne fonctionnent même pas quand on voit que certains peut-être en profitent, mais d'autres en crèvent. Donc c'est pas forcément un progrès. Et dans mon incapacité à traiter le sujet qui est tellement vaste et tellement écrasant, moi je suis pas spécialiste du tout, donc je me suis servi de cette fable pour l'illustrer. Alors cette fable est particulièrement cruelle, c'est un avis personnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'adapter en livre, en bande dessinée ? C'était justement mon incapacité à traiter de ma révolte contre une absurdité qu'on voit depuis des années, et parce que c'est très technique et c'est très emmerdant à lire finalement. On lit suffisamment dans les journaux et je n'aurais rien apporté de personnel. Et là, j'ai trouvé dans cette fable exactement l'illustration de tout ce que j'avais à dire.
Alors, votre bande dessinée est disponible dès à présent dans toutes les librairies. Vous avez remporté plusieurs prix, je crois. J'ai remporté le prix RTL, c'est très bien. Mais elle rencontre un succès, je pense ça rentre dans une problématique que les gens se posent des questions beaucoup sur quel avenir on se donne à nous tous. C'est cette idée d'en vouloir toujours plus de façon globale qui est traitée dans cette BD, c'est ça? Oui, c'est pas tant les gens, mais c'est cette notion de profit. Ouais. Dire de quoi est-ce qu'on a besoin. Vous n'êtes pas un décroissant, vous? Je suis pas tellement mais décroissant. Ça me paraît compliqué aujourd'hui. Simplement que la croissance telle qu'on nous l'a prônée comme religion me paraît absurde. On dit toujours dans un monde fini, on ne peut pas croître éternellement. Donc apprenons d'autres voies. Je ne sais pas lesquelles, mais certainement pas la croissance telle que les 30 Glorieuses nous l'enseignaient. En tout cas, une BD à recommander aux éditions d'Argo. Bruno Guermont-Pré, alors comme je le disais, vous êtes prof, mais vous avez envie de nous dire quelque chose sur le consommateur qui est un peu schizophrénique? Oui, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé de la question du prix des produits agricoles là, depuis quelques mois, et on entend des agriculteurs qui disent nous ce qu'on veut c'est des prix, ce qu'on veut, etc. Or, je vais dire depuis 1992, un prix ça ne se décrète plus. Un prix, ça s'obtient sur un marché, etc. Ce sont des choix qui ont été faits, une libéralisation progressive des marchés en agriculture, qui fait que voilà, le prix s'obtient sur un marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a effectivement ce que j'appelle moi cette schizophrénie entre le citoyen et le consommateur. C'est-à-dire que quand on interroge le citoyen, il est toujours prêt à payer plus cher un produit de qualité, il est prêt à accepter une juste rémunération du producteur agricole, etc. Et on a un peu l'impression que, j'ai envie de dire, quand il vote avec son caddie, eh bien, il a une attitude qui est complètement différente et la recherche systématique du prix le plus bas, etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu... Moi, j'observe quelques chiffres. Actuellement, il y a 13% de la part des revenus qui part à l'alimentation. Alors... il y a une loi, la loi d'Engel, qui dit que plus le revenu augmente, plus la part que l'on consacre à l'alimentation va diminuer. Et j'ai envie de dire, il serait temps que ça s'arrête un peu, quoi. Sur ces 13%, il y en a 4 qui reviennent à l'agriculture. Et si on acceptait d'en mettre 5, il n'y aurait plus de problème agricole. Je vais prendre un exemple dans la filière porc. On consomme 30 kilos de porc. Le Français moyen consomme 30 kilos de porc par an. Si vous rajoutez 30 centimes par kilo de porc, ce qui en gros permet aux producteurs de porc, alors après on peut revenir sur le mode de production, etc. Le débat il est complètement ouvert, je suis tout à fait d'accord. Mais si on raisonne uniquement système alimentaire, si on donne 30 centimes de plus par kilo de porc, ça fait 9 euros par an. 9 euros par an, c'est le prix, c'est un peu plus je crois qu'un paquet de cigarettes. Pour que les producteurs soient payés justement de leur production. Si on peut mettre ça dans le secteur de la viande, on peut mettre ça dans le secteur du lait. Hein, c'est pareil, le lait est payé en ce moment 28 centimes le litre à peu près. Comme vous le disiez justement, il est restandardisé, voire demi-écrémé pour être revendu aux alentours d'1 euro. Bon, eh bien, 7-8 centimes de plus au litre de lait suffirait pour faire vivre les producteurs de lait. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas? Mais bon, voilà, je pose la question. Hein. Je suis enseignant, hein, comme on dit. Là, celui qui sait le fait, celui qui doute le conseille, celui qui ne sait pas l'enseigne. Donc, je n'ai pas la solution, mais c'est vraiment une réflexion qui me tient à cœur parce que je crois que je ne sais pas quels sont les leviers qui permettraient d'y arriver, mais bon, voilà, c'est pas le calcul économique n'est pas compliqué. Voilà. Véronique Richer-Le Rouge. Vous parliez du lait, j'ai pas de son, voilà. À propos du lait, puisqu'on est en pleine crise laitière et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de producteurs de lait qui menacent d'arrêter parce qu'ils ne survivent pas, ce qui est un véritable scandale dans une société riche comme la France, qui du coup risque d'avoir un modèle d'élevage à l'américaine ou à l'allemande et de laisser sur le carreau la ferme des 80 vaches, qui est la moyenne de la ferme française, à peu près 80 vaches, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a qui avec 20 vaches qui vivent très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui on paye le lait parfois même 0,20 centimes. Alors qu'il faudrait, pour que l'éleveur vive bien,
qui puisse 35. gagner un peu sa vie, il a le droit de gagner sa vie aussi, il faudrait 0,35 minimum, voire 35, 0,40. 40 Pour payer centimes. ses coûts de production, ses investissements, ses emprunts. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'à la sortie, la bouteille de lait ne rapportant rien, une bouteille de lait rapporte 3 fois plus au transformateur et l'éleveur ne va jamais rien passer, lui, en termes de profit. Et le consommateur, lui, paye toujours plus cher un lait de plus en plus vide, de plus en plus mort. Et j'ai fait des comparatifs de prix. Il y a des laits frais bio, ceux que je citais tout à l'heure, qui sont guère plus chers qu'un lait de grande surface qui, lui, est archi-transformé, etc. Donc il faut regarder ça aussi, il faut faire des comparatifs de prix et parfois mettre, en effet, vous avez raison, 1 ou 2 centimes, voire 3 centimes de plus, ça vaut vraiment le coup. Bien sûr. Alors, est-ce que chez vous, dans votre pâtisserie, le consommateur est prêt à payer? Je crois. Il est prêt à payer la qualité, il est prêt à payer la différence. Et je suis très précis sur la... Enfin, c'est aussi pour ça que je suis venu. Je suis venu non seulement pour vous rencontrer, mais aussi pour faire le tour, de rencontrer des producteurs divers et variés. Je me suis intéressé au sujet du miel aujourd'hui, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, pour en être un grand consommateur moi-même. Et j'ai vu 5 ou 6 différents apiculteurs. Et tous ont des démarches différentes, ont un discours différent et ont des produits différents. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et la qualité des matières premières qu'on utilise. Moi, je suis un artisan qui ne cherche pas un prix. Je cherche une qualité et après, je regarde le prix. Et après, je vois si je sais l'utiliser. Je vois comment je peux l'utiliser, comment je peux optimiser son utilisation. Mais j'ai eu la chance d'avoir cette démarche-là, de ne jamais être... de ne pas être dans une logique économique qui m'oblige à chercher avant tout un prix c'est pas ce qui coûte le plus cher. S'il y a des politiques qui nous écoutent, la main-d'œuvre ne coûte beaucoup plus cher que ma matière première. Mais vous êtes quand même dans un créneau de clientèle privilégiée ou pas? Plutôt, mais on est quand même assez accessible en pâtisserie, puisque un dessert qui va coûter dans ma pâtisserie, on va dire autour de 5 € en moyenne, c'est effectivement plus cher que chez d'autres de mes confrères, mais ils n'ont que des produits de qualité. Oui, mais c'est vrai, par exemple, moi je regarde souvent les caddies des gens dans les supermarchés, quand je vois qu'ils achètent des crèmes caramel bourrées d'additifs qui sont quand même super chères pour ce que c'est, alors que faire une crème caramel avec un simple lait cru de la ferme, ça coûte pas cher du tout. Faire un riz au lait soi-même, ça coûte pas cher du tout. Quand vous regardez le prix vendu en grande surface, je suis désolée, c'est plus cher. Et les gens disent, ah, c'est toujours trop cher. Bah oui, mais c'est trop cher pour ce que c'est, quoi. Et en plus, l'éleveur n'en profite pas. Je vais rebondir là-dessus, parce que j'ai écrit un livre avec Françoise Bernard, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la papesse du livre de cuisine, qui a eu hier 95 ans. J'ai écrit un livre avec elle il y a 7 ou 8 ans, justement sur le meilleur des desserts, et c'est elle qui m'a donné cette envie de redécouvrir la pâtisserie de tradition. Et justement, dans son livre, elle a écrit un livre en 1965, c'est les recettes faciles de Françoise Bernard. Vous en avez tous un chez vous, c'est une obligation, puisque c'est le livre que tout le monde a acheté. Le livre de la Cocotte Minute également, signé Françoise Bernard. Tout le monde a ses livres. Et justement, elle a désacralisé la cuisine de famille en la simplifiant au maximum, en sortant les ingrédients, en simplifiant les textes, en mettant à la disposition du plus grand nombre des savoir-faire simples pour pouvoir justement cuisiner. Et les desserts qu'on a fait, le riz au lait dont vous parlez, la crème caramel dont vous parlez, ça faisait partie des recettes qu'on a voulu, j'avais cette volonté en écrivant ce livre avec elle, de désacraliser le fait de faire des desserts simples. Et c'est des desserts, c'est pas des pâtisseries. C'est ça, il faut que les consommateurs se laissent moins piéger par les arguments marketing qui masquent souvent une pauvreté du produit. Et en plus, c'est vrai que c'est les intermédiaires finalement qui profitent de la marge. L'éleveur, lui, ne touche rien et le consommateur paye toujours plus cher un produit avec des arguments marketing qui sont, à mon sens, mensongers. Parce que quand on voit crème caramel façon ancienne, tradition, machin, et que vous regardez la composition, vous vous dites qu'elle n'est pas très traditionnelle. Voilà, il faut que les consommateurs... Il y a le pire et le meilleur dans la grande distribution, c'est pareil. Moi, j'ai aussi fait du conseil pour des industriels, donc il y a le pire et le meilleur. Mais effectivement, le marketing a souvent tendance à emmener l'idée de l'esprit des clients ailleurs. Bon, donc il y a une vraie cohérence sur le plateau. Il faut lire d'abord la BD pour comprendre qu'il faut juste avoir ce qu'il nous faut et pas plus. Et puis après, il faut juste acheter ce qu'il faut de pâtisserie ou du bon lait cru, en fait. Essayer de ne pas voir la quantité, mais la qualité. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici en direct du salon de l'agriculture à la porte de Versailles. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle journée émission. Merci à vous. Merci.